Bonsoir ou bonjour, c'est selon et bienvenue dans la 13e émission des Visages de la Recherche, des femmes et des hommes curieux et rigoureux, sans relâche, qui travaillent dans tous les domaines et qui, bien entendu, préparent notre futur. Emmanuel Jehin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche FNRS en astrophysique à l'Université de Liège. Et finalement, dès 9 ans, vous regardiez déjà la beauté du ciel. Bref, le chemin était tracé. Alors oui, c'est vrai qu'avec la famille dans le sud de la France, on regardait les étoiles et ça m'a toujours en fait fasciné, le ciel, les étoiles, d'essayer de comprendre. Oui. Et depuis que je suis petit, en fait, j'essaye de comprendre. Voilà. Et j'avais assez peu de réponses en fait, et je suis resté très accroché à ça. Et en 1986, j'ai vu passer la comète de Halley. Ça a été les premières observations vraiment que j'ai réalisées avec un télescope. J'avais 13 ans, j'ai vu une première conférence d'astronomie et depuis lors, j'ai jamais arrêté. Alors, vous avez passé 900 nuits au Chili à regarder justement le ciel. Et là, vous travaillez au plus grand télescope du monde, l'équivalent d'ailleurs du CERN, on pourrait dire. Hein. Oui. Dans 5 ans, il sera sur pied, ce plus grand télescope ? Oui, donc en fait, après ma thèse de doctorat, j'ai été au Chili pour un post-doctorat. Oui. Je partais pour 2 ans, je suis resté 7 ans finalement pour travailler avec le Very Large Telescope. C'est un très grand télescope européen. En fait, il y en a 4, financés par un grand consortium de pays européens. Et on voit, il sera grand, on a fait une comparaison avec l'atomium. Oui, alors en fait, celui-là, c'est l'Extremely Large Telescope qui sera prêt dans 5 ans, qui va faire 40 mètres de diamètre, ce sera le plus grand télescope du monde pour essayer de résoudre encore de très grands mystères dans notre univers. Alors, la question, pourquoi vous avez un tel intérêt pour les comètes ? Oui. Et quel est l'intérêt de les étudier, ces comètes ? Oui, alors en fait, les comètes, il faut les voir comme des reliquats de la formation de notre système solaire et des planètes. Donc quand on étudie les comètes, notamment avec mon équipe à l'Université de Liège, on remonte aux origines de notre système solaire il y a 4,6 milliards d'années. Parce que ce sont les comètes et les astéroïdes, c'est donc des petits corps de quelques kilomètres de diamètre qui se sont assemblés pour former les planètes. Et en étudiant leur composition chimique, leur orbite autour du Soleil, on peut remonter à ces premiers instants de l'univers, parce que les planètes, elles, ont été très transformées depuis. Et nous, fondamentalement, nous sommes des molécules d'étoiles. Oui, alors bien sûr, nous sommes des poussières d'étoiles. Il faut savoir Hubert Reeves. Il faut savoir qu'en fait, ce sont des grosses étoiles massives qui ont synthétisé dans leur cœur les éléments chimiques dont nous sommes formés, les atomes, comme le carbone, le calcium, et que ça a été rejeté dans la galaxie pour former les étoiles, comme le Soleil notamment, mais aussi les planètes et nous-mêmes. Nous sommes des poussières d'étoiles. Et ce qui est très intéressant quand on étudie les comètes, c'est qu'en fait, elles sont peut-être même à l'origine de l'eau qu'on trouve sur la Terre. C'est d'ailleurs ce qu'on fait dans mon équipe. On essaye de comprendre si l'eau qui est dans les comètes, c'est la même que l'eau que l'on trouve dans nos océans terrestres. Et les comètes, on s'en est rendu compte récemment aussi, sont riches en matière carbonée, notamment des molécules assez complexes. On a découvert, grâce à une mission spatiale de l'Agence spatiale européenne, la glycine, qui est un acide aminé. Donc les comètes auraient pu vraiment ensemencer la Terre il y a très longtemps, il y a 4 milliards d'années, pour amener l'eau et les éléments qui nous constituent. Alors, dans votre université, vous avez aussi travaillé aux 7 planètes de Trappist, hein, oui. À 40 années-lumière de la Terre, je crois, oui. Dont certains seraient habitables. Oui. Il y aurait du vivant, du vivable ? Alors ça, on ne le sait pas encore. Donc cette découverte qu'on a réalisée avec mon collègue Michael Gillon, donc on a développé 2 télescopes robotiques, un qui est au Chili, un qui est au Maroc, pour scruter des étoiles afin de découvrir des exoplanètes. Donc les exoplanètes, ce sont des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que notre Soleil. Et on a fait cette grande découverte en 2017 de 7 planètes de la taille de la Terre, rocheuses, qui tournent autour d'une petite étoile. Alors 3 d'entre elles sont dans ce qu'on appelle la zone habitable. C'est un peu la même zone que ce qu'occupe la Terre, c'est-à-dire au Soleil. Exactement. C'est une zone où il ne fait ni trop chaud, ni trop froid et où on pourrait avoir de l'eau liquide. Alors aujourd'hui, activement, on étudie ces planètes, notamment les 3 dans la zone habitable, pour voir si elles ont une atmosphère et éventuellement des molécules dans cette atmosphère qui pourraient traduire la présence de vie. Emmanuel Jehin, imaginons que dans ces planètes-là, il y ait des êtres vivants. On ne pourrait même pas les voir pour le moment. Non, bien sûr, on ne pourrait pas les voir. Et donc, ce sont des techniques indirectes pour l'instant qu'on utilise. Mais on espère d'abord découvrir des atmosphères et éventuellement les molécules qui sont dans ces atmosphères, les caractériser pour savoir si ça pourrait traduire la présence de vie sur ces planètes. Mais on en est encore loin. Dans un siècle, est-ce qu'on pourra voir ce qui se passe encore mieux sur ces planètes-là ?
Alors, c'est dans un siècle. Hein, ça... Oui, alors ça, sans aucun doute, il y a des progrès, il y a des projets assez incroyables de télescopes spatiaux dans les 30 prochaines années, d'énormes télescopes spatiaux pour aller voir et scruter ces exoplanètes encore avec plus de détails. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que depuis la découverte de la première exoplanète il y a 30 ans, qui a valu le prix Nobel à 2 astronomes suisses, aujourd'hui, on a découvert, les astronomes, plus de 5500 exoplanètes, qu'on pense qu'il y en a des milliards dans notre galaxie et que, justement, on n'a peut-être jamais été aussi proche, justement, de savoir si nous sommes seuls dans l'univers ou s'il y a de la vie autre part. Les galaxies, il y en a combien, des galaxies ? Alors, les galaxies... On parle de 2000 milliards, c'est exagéré ou pas ? Oui, alors, les galaxies, ce sont donc ces grands systèmes dont fait partie le Soleil, notre galaxie, avec 300 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Mais grâce aux grands télescopes, dans l'univers, en effet, le chiffre que vous avez donné... 2000 milliards. Oui, alors pour se représenter ça, c'est... C'est impossible à se représenter. Il y a plus de galaxies dans l'univers que de grains de sable sur la Terre. Donc ça donne une idée de l'immensité. Et dans chaque galaxie, vous avez des centaines de milliards d'étoiles. Et autour de chaque étoile, la possibilité d'avoir des planètes. Oui, c'est énorme. C'est l'énigme, c'est le mystère. Alors justement, allez, le Big Bang. À 10 moins 43 secondes, il y avait quoi ? Oui, alors là, c'est une question piège parce qu'on n'en sait rien. La grande difficulté, donc le Big Bang, c'est cette théorie qui explique la naissance de notre univers. Hein. Il s'est passé quelque chose il y a 13,7 milliards d'années. C'est pas ma spécialité, c'est de la cosmologie, mais c'est fascinant. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 13,7 milliards d'années, toute la matière de notre univers, l'espace et le temps étaient là-bas. Tout à fait. Aujourd'hui, on n'arrive pas à remonter avant, c'est 10 moins 43 secondes, parce qu'on n'arrive pas à unifier les deux grandes théories qui décrivent l'univers, qui est la relativité générale d'Einstein et finalement la mécanique quantique qui décrit l'infiniment petit, alors que la théorie de la relativité générale décrit l'infiniment grand notre univers. C'est un des grands mystères qui reste à résoudre. Il y a pas mal de mystères. Hein. Beaucoup. Et avant le Big Bang, alors ? Oui, alors là, c'est impossible à imaginer, le vide. Donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que, d'après les théories, le temps et l'espace apparaissent à ce moment-là. Donc, poser la question qu'est-ce qu'il y avait avant n'a pas de sens, parce qu'il n'y avait pas de temps et il n'y avait pas d'espace. Bon, alors, une question un peu privée, mais on est dans la métaphysique ici. Quoi, un grand horloger, un dieu, le hasard, la nécessité. Quand on est chercheur comme vous, on est obligé de penser aussi métaphysique. Oui, on pense métaphysique et je dois dire, c'est quelque chose, quand on regarde le ciel, la beauté du ciel par lequel on est habité, on l'a rappelé, nous sommes des poussières d'étoiles. Personnellement, ce que je vois dans la nature, c'est une magnifique organisation qu'on arrive à expliquer avec nos équations créées par le cerveau humain jusqu'à un certain point et que ce soit de la forme des fleurs jusqu'à l'organisation en spirale des grandes galaxies qui sont dans notre univers, on arrive quand même assez bien à expliquer ce qui se passe. Alors, certains vont l'appeler le grand horloger, etc. Moi, j'y vois des lois de la nature. En tous les cas, notre cerveau humain le décrit de telle façon. Et en tant que scientifique, on arrive à faire des progrès petit pas après petit pas pour mieux comprendre justement notre univers en se basant sur ces lois qui changent et qu'on fait évoluer. Alors, vous faites beaucoup de conférences, beaucoup de vulgarisation. Pourquoi ? Pour que les gens, à un moment donné, élèvent leur regard vers le ciel ? Alors oui, certainement. D'abord, c'est toujours très positif. C'est très beau de regarder le ciel. Je pense qu'il y a le fait, je me rappelle de ce petit garçon qui essayait d'avoir des réponses à des questions et qui n'en trouvait pas. C'est ce qui m'a fait chercher et devenir chercheur, je pense. Et donc, j'adore expliquer. Je suis aussi professeur à l'université. J'adore expliquer les choses du ciel. C'est ma passion. Ça a toujours été ma passion. Et ça permet aussi, notamment aux enfants, on fait des stages d'astronomie à Spa, de répondre et de voir cette petite lumière dans leurs yeux sur justement toutes les questions qu'ils se posent. Et c'est vrai qu'observer le ciel, c'est quelque chose de merveilleux à faire, mais de plus en plus difficile à réaliser, en fait. Oui, justement. Pourquoi ? Parce que le ciel, on a l'impression parfois qu'il s'efface quand on voit tous ces satellites qui l'encombre. Absolument. Depuis 50 ans, l'humanité commence à avoir de grandes difficultés à pouvoir profiter de ce spectacle magnifique du ciel. En effet, par la pollution lumineuse, toutes ces lumières que la civilisation émet et qui malheureusement valent vers le ciel, là, il y a l'image, effacent
Tout à fait. Alors là, on voit même, c'est encore pire dans les années qui viennent. Il y a des milliers de satellites dans l'espace, notamment envoyés par Elon Musk. Il a doublé le nombre de satellites en 5 ans. D'ici 10 ans, on pourra avoir 50 000 satellites dans le ciel. C'est-à-dire, à chaque moment que vous regardez le ciel, vous allez voir passer des satellites. Donc, la beauté immuable du ciel est également en train de disparaître. Et ça pose un grand problème, pas seulement pour l'humanité qui a toujours observé le ciel, mais aussi pour les astrophysiciens qui essayent de regarder plus loin et qui sont gênés par toutes ces lumières qui envahissent le ciel. Est-ce que, en tant qu'astrophysicien, de temps en temps, vous passez des nuits à regarder des astéroïdes ou des comètes, oui, parce qu'il y a parfois un danger qu'elles nous tombent sur la tête? Oui, alors c'est vrai qu'à l'Université de Liège, dans notre équipe, justement, on participe à ce qu'on appelle la défense planétaire. Ah bon? La nuit passée, en effet, on observait toutes les nuits, en fait pratiquement toutes les nuits, des astéroïdes qui passent, des petits astéroïdes qui passent entre la Terre et la Lune. On essaye de les caractériser, leur orbite notamment, pour savoir si un jour ils pourront être potentiellement dangereux pour la Terre. Alors je vais rassurer tout le monde, aujourd'hui, il n'y a aucun gros astéroïde de plus de 500 mètres de diamètre qui menace la Terre dans le siècle qui vient. On pense en plus les avoir pratiquement tous trouvés. Par contre, les petits astéroïdes de l'ordre de 20 mètres de diamètre, il y en a encore énormément. La plupart d'entre eux, on doit les découvrir, les caractériser et éventuellement se protéger, savoir quand ils pourraient tomber sur la Terre et créer un danger. Mais parfois, ils apparaissent parce qu'on ne les avait pas vus. C'est pas évident de les voir non plus. Oui, absolument, c'est pas évident. Donc, vous avez des télescopes, notamment avec les télescopes TRAPPIST de l'Université de Liège. On surveille le ciel en permanence pour détecter ces satellites qui passent près de la Terre et justement pouvoir mieux calculer leur orbite. Mais donc, il y a de grands programmes aujourd'hui qui existent. Il faudrait encore consacrer plus de télescopes pour être vraiment sûr de n'avoir aucun astéroïde dans les années qui viennent et qui soit dangereux. Emmanuel Jehin, quelle est votre utopie, votre rêve le plus fou pour les années qui viennent comme chercheur et pour l'avenir de l'humanité? Alors, c'est une très bonne question, évidemment. Allez-y, le rêve le plus fou, l'utopie. Alors, le rêve le plus fou, en fait, ce serait de pouvoir rencontrer une civilisation extraterrestre, pouvoir communiquer avec eux, pouvoir disserter notamment sur comment ils s'organisent et ce qu'ils connaissent de l'univers et de la nature. En fait, on parle beaucoup, évidemment, de la vie extraterrestre. Pour les gens, c'est quasi une évidence que ça existe, mais il faut bien rappeler qu'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé de vie extraterrestre, que tout ce qu'on parle dans la science-fiction, etc., les ovnis, il n'y a aucune preuve encore aujourd'hui, même si on pense qu'elle existe. Et donc, pouvoir avoir un contact avec une autre civilisation intelligente, on peut espérer que ça pourra nous aider aussi à relever les défis de notre planète, la Terre, parce qu'il y en a vraiment énormément, notamment par le développement de notre civilisation. Et mon vœu le plus cher, ce serait que l'homme comprenne qu'il doit vivre en symbiose avec la Terre et avec tous les êtres vivants qui habitent sur Terre. Merci. Vous retrouvez tous nos entretiens, comme chaque semaine, sur tous les sites de la Libre, de la DH et de l'Avenir.